l'indique ici, effectivement, donc on connecte les objets, hein, c'est l'Internet of Things, et qui a un marché énorme parce que, bon, d'après les prévisions pour 2023, donc ce serait un marché de 318 milliards de dollars avec une croissance de 20% par an. Et on estime aussi qu'il y aura plus de 24 milliards d'objets connectés donc, à ce moment-là. Donc 85% auraient un jumeau numérique. Donc vous voyez déjà, c'est plutôt conséquent. Et concernant le jumeau numérique en lui-même, Gartner nous prévoit en fait un marché donc de 6 milliards de dollars avec une croissance de 5 milliards de dollars par an. Donc là aussi, on voit qu'il y a des enjeux énormes. Et effectivement, les objets sont connectés, mais comme on voit sur la figure, pas uniquement. Les gens sont connectés également, les données sont partagées. Bon, bref, on commence à parler non plus d'Internet of Things, mais d'Internet of Everything. C'est-à-dire tout est connecté. Et comment on organise tout ça, ça devient un petit peu compliqué. Et donc là, du coup, on parle beaucoup de jumeaux numériques. Il y a énormément de communication sur le sujet, mais bon, quelquefois, ça fait pas un petit peu, c'est décevant. Et on voit que le concept qui est très récent est souvent mal défini, mais qui suscite quand même pas mal on va dire d'enthousiasme parfois. Et à l'heure actuelle, on a énormément de publications scientifiques également, avec plus de 50 définitions différentes. Donc, vous voyez qu'on n'est même pas tous d'accord sur ce qu'est un jumeau numérique. Alors pourquoi? Parce que il y a une grande variété d'objets, d'usages d'applications. Effectivement, la façon dont le secteur médical d'envisager le jumeau numérique n'est pas forcément le même que nous. On se focalise plutôt sur le côté industrie. On est vraiment dans des applications de type industrie du futur. En plus, ce qui simplifie pas les choses, c'est qu'il n'y a pas de standardisation pour l'instant, comme ça reste récent, et assez peu de réalisations. Les réalisations qui sont faites sont plutôt partielles, sont plutôt spécifiques à des grands groupes et très focalisées finalement sur un domaine, un secteur. Et donc, là, vous allez vous dire pourquoi il y a cette image. Mais en fait, parce que quand on commence à s'intéresser aux jumeaux numériques, en tout cas moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai pensé à cette histoire des aveugles qui rencontrent un éléphant. Et en fait, un premier aveugle qui touche qui touche une partie de l'éléphant, donc qui touche l'oreille et qui dit c'est une feuille. Et puis il y a un autre aveugle qui est sur la queue puis qui dit c'est une liane. Un autre sur la trompe qui dit c'est un serpent, etc. Donc, vous voyez, en fait, j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu comme ces aveugles autour de l'éléphant en train de dire oui, jumeaux numériques, moi dans mon domaine, voilà, c'est telle partie, c'est tel aspect. Et on essaye justement d'essayer de tracer un petit peu le périmètre de cet éléphant pour essayer de comprendre cet objet et surtout ce qu'on peut en faire. C'est aussi le but des échanges de ce matin. Donc l'autre question, c'est est-ce que j'ai vraiment affaire à un jumeau numérique ou finalement c'est simplement des modèles qui sont un petit peu remis au goût du jour avec un mot qui est porteur. Donc il y a des notions effectivement qui sont importantes à comprendre, c'est-à-dire bon. Historiquement, il y a eu les doubles physiques, notamment avec la mission Apollo 13, mais bon après on est passé. Donc si vous avez en fait sur ce schéma le demi-cercle foncé, c'est l'objet physique, et puis en dessous, donc c'est la représentation virtuelle, on va dire. Et donc, bon, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui font des modèles, hein, bien évidemment, et c'est ce qu'on appelle aussi le miroir numérique. Mais ces modèles, ils sont statiques, et donc, bon, évidemment, le but, ça va être de les animer. Et l'autre étape, on va dire, ça va être de récupérer en fait toute la trace d'activité numérique de mon objet. On sait par exemple qu'on peut connaître un certain nombre d'informations sur un individu en traçant par exemple ses paiements de carte bancaire, les sites informatiques qu'il est allé consulter, le GPS de son téléphone portable, ainsi de suite. Donc toutes ces activités-là mises ensemble vont créer une ombre numérique qui vont donner des informations justement sur la personne. Donc l'idée d'ombre numérique, c'est ça, c'est de collecter en fait l'activité de mon objet. Et donc,
Le jumeau numérique va se servir à la fois des modèles, hein, donc du miroir numérique, et de ses activités, donc l'ombre numérique, pour aller organiser tout ça et le fusionner, et communiquer aussi de manière bidirectionnelle avec son objet physique. Donc, parce qu'avec l'ombre numérique, finalement, vous n'avez qu'une communication unidirectionnelle entre l'objet physique et l'objet virtuel. Et là, par contre, on a intégration en fait des deux univers, espace physique et espace virtuel, avec une communication bidirectionnelle. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de système cyberphysique. Donc, finalement, notre jumeau numérique, par rapport au modèle statique, c'est un modèle qui est animé. Donc, j'aime bien la notion de modèle vivant parce que ça fixe un petit peu les idées par rapport à ce qui a pu être fait jusqu'à présent. Et donc, une autre façon de voir, de concevoir un petit peu le jumeau numérique, c'est de voir à quel moment il intervient. Donc, il peut intervenir au niveau de la conception. Donc, on parle à ce moment-là de jumeaux prototypes. Donc, imaginons que je vais concevoir un moteur. Eh bien, je vais faire un double numérique de mon moteur pour pouvoir mesurer ses performances et voir si au niveau de la conception, ma simulation me donne satisfaction ou pas. Et puis ensuite, je peux, donc une fois que j'ai conçu mon moteur, je vais le produire. Et c'est là où c'est important de comprendre que je vais produire N moteurs. Chaque moteur va avoir son propre jumeau numérique. On n'aura pas un jumeau numérique de l'ensemble, mais un jumeau numérique individuel qu'on appelle un jumeau numérique instance. C'est important parce que quand je vais produire mon moteur 1, puis mon moteur 2, etc., je vais pouvoir collecter des informations sur ce qui s'est passé lors de la production, les matières qui m'ont servi à produire le moteur. Éventuellement, je peux détecter que il y a une dérive dans le process et donc ben, là ici mon moteur 3 par exemple, il n'est pas au code, etc. Donc ça, c'est important. Chaque objet produit aura son propre jumeau au niveau instance. Et puis, mon moteur, une fois que je l'ai produit, je vais le vendre à différents clients et ces clients vont s'en servir de façon très diverse. Peut-être qu'il y en a un qui n'en s'en servira pas tout de suite et qui avait juste commandé en attendant de remplacer un moteur défaillant et puis l'autre va s'en servir peut-être à 20% et puis le troisième à 80%. Et donc forcément, mes moteurs et donc leurs jumeaux associés qui étaient déjà différenciés au départ au niveau instance vont l'être encore plus ici parce que ça va dépendre de ce qui se passe, de l'historique en fait de cet objet. Il va pas vieillir de la même façon, il peut subir des chocs, il peut subir un certain nombre de contextes et d'environnements plus ou moins difficiles. Et donc, le jumeau devra tenir compte, rendre compte finalement de cette évolution et va vieillir en même temps que l'objet qu'il représente ou se dégrader de la même façon. Et si moi, en tant que fournisseur, je peux continuer à recueillir ces informations du jumeau, donc de tous les moteurs que j'ai pu vendre à mes clients, eh bien, cet ensemble d'informations vont pouvoir être remontées justement vers ma conception, par exemple, alors soit vers du pilotage pour pouvoir faire de la télémaintenance et être capable de faire de la maintenance prédictive en disant à tel client, attention, là, il y a risque de défaillance. Je détecte des signes avant-coureurs de panne, soit je remonte effectivement l'ensemble de ces informations au niveau de la conception parce que je me rends compte que là, j'ai construit un moteur pour tel usage et finalement, mes clients en font un usage tout à fait différent. Donc voilà une autre façon aussi de classifier le jumeau numérique. Et alors je disais que la difficulté, c'était la variété des objets. Donc vous pouvez représenter avec un jumeau numérique des composants. Et donc il y a des jumeaux numériques de réactions chimiques, de nanomatériaux. Donc le fameux moteur dont j'ai parlé tout à l'heure, moteur qui peut s'intégrer dans un environnement avec des vannes, et tout ça peut être représenté. Et comme j'ai dit en introduction, tout objet connecté peut avoir son propre jumeau. Donc ici, c'est un club de golf. On peut imaginer un club de golf qui a un jumeau embarqué qui va collecter des informations sur ma force de frappe et éventuellement conseiller sur la façon de jouer et pour pouvoir m'améliorer.
On peut aussi remonter donc au niveau de l'équipement. Donc, il y a un exemple emblématique, c'est les moteurs d'éoliennes hein, qui ont été faits de façon, enfin, c'était précurseur, c'était General Electric. On peut évidemment, au niveau industrie du futur, se situer au niveau d'un Cobo. Il y a des travaux plutôt dans le domaine médical pour modéliser le cœur humain. Alors pas le cœur humain en général aussi, hein, c'est le cœur humain d'une personne, de chaque personne. Et puis bon, évidemment, du coup, il y a des problématiques autour de la représentation de l'humain. Nous, l'humain, on le représente plutôt sous cette forme-là hein, dans notre contexte, parce qu'on va pouvoir examiner éventuellement la sécurité ou l'ergonomie d'un poste. Et si on remonte encore au niveau d'un système, quand on a modélisé différents équipements, on peut les associer, donc associer avec donc un îlot avec des robots ou alors des robots mobiles qui vont s'organiser entre eux pour avoir la meilleure trajectoire. On peut modéliser tout un process, évidemment thématique Naval Group, hein, bien sûr. On parle beaucoup de véhicules autonomes, donc il y a forcément du jumeau derrière. Et puis, les choses aussi qui ont été faites autour des plateformes pétrolières, bon, parce que forcément, les interventions de maintenance sont très coûteuses, donc c'est rentable de faire du jumeau numérique. Et puis, il y a des travaux, comme on le verra avec une intervention autour de tout ce qui est bâtiment. Donc là, c'est l'opéra de Sydney hein, qui a été modélisé. Et puis, on peut modéliser donc à l'échelle d'une usine, en fait. Et puis on peut monter au niveau système de système avec différents systèmes dans une usine qu'on représente et puis qui s'organisent entre eux. On peut aussi modéliser un jumeau de manière logistique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'usine mais tous les moyens qu'il aura de délivrer ses produits. Pareil pour mes véhicules autonomes dans une smart city, à ce moment-là, on peut organiser tout ça, surveiller le trafic. Et puis, ben, là aussi, un exemple qui a été Virtual Singapour. Et donc, la tendance à l'heure actuelle, c'est de faire des jumeaux de plus en plus gros, puisque même le Royaume-Uni veut faire un jumeau de la totalité de ses structures. C'est quand même assez ambitieux. Et donc, pour revenir à ce qu'on pourrait donner comme définition du jumeau numérique, puisque c'est ce que j'ai à faire là, ce matin en introduction, l'idée du modèle vivant ou dire que c'est un modèle virtuel dynamique d'un objet. Là, cet objet n'est pas forcément existant, mais par contre, il a une réalité physique. Ça peut être un produit, un process et un service. Cet objet, donc, du coup, pour pouvoir le modéliser, on va avoir besoin de données et de modèles, donc récupérés par des capteurs, mais aussi des bases de données. On va s'en servir pour faire des applications et donc au milieu, on va devoir concevoir une architecture de jumeaux numériques avec un certain nombre d'usages. Donc on le définit avec ces trois axes. Et donc vous voyez que du coup, pour faire un jumeau numérique, ça nécessite de nombreuses compétences parce que rien que si on s'intéresse au niveau des données, il va falloir les collecter, va falloir les intégrer, les exploiter et tout au long du processus, les sécuriser. Et on les a au niveau physique, au niveau numérique, au niveau conceptuel. Et donc on voit qu'à chaque étape, un certain nombre de compétences qui sont très diverses, des expertises qui sont très variées et il va falloir donc que tout le monde arrive à travailler ensemble autour de ce qu'on appelle ce patrimoine digital pour garantir quelque chose d'important qui est la continuité numérique. Et donc, mon modèle vivant, il a des caractéristiques un peu invariantes, qui est ce flux de données constant entre les espaces réels et virtuels, la capacité à gérer donc, des données qui sont sécurisées, fiables et pertinentes, avoir une architecture qui va permettre de valider et d'améliorer ces modèles, à la fois en ligne et hors ligne. Le jumeau numérique se caractérise aussi par un contrôle partiel ou total donc du jumeau sur son environnement physique, pas directement forcément sur son objet, mais au moins sur l'environnement physique, ne serait-ce que par le fait d'alerter l'humain sur une dérive, par exemple, qu'il peut constater, une capacité d'apprentissage et donc aussi une capacité de prédiction qui va être compatible avec la prise de décision. Et ce jumeau numérique, il va évoluer dans un environnement qui est complexe et qui est de plus en plus complexe. Parce que là, donc, du coup, voilà, mon jumeau numérique, il est construit sur le miroir digital, l'ombre digitale. Il va avoir différents niveaux d'évolution, on va dire. Et cette évolution, elle va se construire par ses interactions avec son environnement. Évidemment avec son environnement physique et notamment l'objet qu'il modélise, mais également avec l'environnement humain et avec aussi l'environnement virtuel et notamment d'autres
jumeaux numériques. Donc, on parle d'espace cyberphysique, mais en fait, si on rajoute la dimension humaine, c'est plutôt un espace, enfin, un système social cyberphysique. Et on voit que les interactions entre jumeaux vont du coup, quand le nombre de jumeaux va augmenter, devenir de plus en plus importantes. Donc, tout ça, pour quoi faire? Alors, pour quoi faire, vous allez avoir différents exemples juste après. Et pour décrire ce qu'il s'est passé ou ce qui est en train de se passer, pour faire un diagnostic, pour savoir pourquoi ça s'est passé ou pourquoi c'est en train de se passer, pour prévoir éventuellement qu'est-ce qui va se passer, parce que l'avantage de votre modèle virtuel dynamique, c'est que vous allez pouvoir accélérer le temps et donc prévoir ce qui peut arriver dans le mode de fonctionnement dans lequel vous êtes, mais prédire également avec différents aléas pour voir si votre système est capable d'absorber une défaillance sur un équipement, par exemple, et prescrire en préconisant un certain nombre de solutions et en fournissant une aide à la décision. Donc j'en ai fini. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir. Bon, nous avons coécrit avec Éric Martin 2 ouvrages sur l'usine du futur et sur le jumeau numérique, et puis bien évidemment à nous contacter. Très bien. Merci Nathalie. Alors nous allons passer à la deuxième séquence du webinaire, c'est-à-dire les applications. Donc j'invite Emmanuel Fresneau à partager sa présentation, le temps que je le présente. Donc Emmanuel, il est professeur des universités à l'Université Bretagne Sud. Il développe ses activités de recherche au laboratoire LMAM, qui est un laboratoire de mathématiques appliquées. Et il est également fondateur de l'entreprise SEED, qui est une société de conseil en data science et en intelligence artificielle. Donc Emmanuel. Ok, alors je me passe en plein écran et je commence. Alors, présentation, logiciel, plein écran. Ok. Donc comme le disait François Xavier, donc je suis donc professeur à l'Université Bretagne Sud et membre du laboratoire de mathématiques de Bretagne Atlantique et fondateur d'une entreprise qui s'appelle SEED, qui fait des mathématiques appliquées, de l'intelligence artificielle et donc qui utilise des jumeaux numériques pour ses besoins à destination d'autres entreprises et en particulier d'entreprises de l'agroalimentaire. Et l'idée de ce que je vais vous montrer, c'est vous parlez de comment on peut utiliser un jumeau numérique pour faire du pilotage d'élevage de poules pondeuses. Alors, mon objectif, c'est pas seulement de parler des poules pondeuses, mais c'est aussi de montrer ça comme étant un exemple euh, de ce qu'un jumeau numérique peut apporter à une équipe ou à une organisation, d'une part, et puis, d'autre part, c'est d'amener, de démontrer qu'autour d'un jumeau numérique, on peut structurer des projets, un ensemble de projets ou un projet pluriannuel. Et ce travail, ça a été fait pour une coopérative agricole qui, évidemment, a des élevages de poules pondeuses dans ses activités. Alors, avant de commencer, pour commencer, je vais faire 2 focus sur des outils qui sont des intelligences artificielles qui sont mises à disposition de notre client. Un qui concerne des alertes sanitaires, donc on utilise le jumeau numérique pour faire des alertes, et un autre qui permet de répondre à une question de manière très anticipée sur la date de réforme. Donc, je vais commencer par parler sur le premier focus sur la date de réforme. Donc, les poules pondeuses, entre la 55e et la 75e semaine, on les réforme, c'est-à-dire on se sépare du lot parce qu'il n'est plus rentable. Et évidemment, ça a un enjeu économique très très important parce que si on se sépare d'un lot trop tard, bah, pendant quelques semaines, on n'a pas de rentabilité ou une rentabilité négative. Et puis si on se sépare trop tôt, bah, on achète un lot trop tôt, donc finalement on dépense plus d'argent que prévu. Et donc l'idée c'est de se dire si on a la production en œuf de l'élevage, donc a posteriori, c'est facile de dire la date de réforme, c'est le moment où la courbe de revenus passe sous la courbe de coût. Mais l'idée, c'est qu'il faut faire ça avec de la prévision. Donc on a construit, et c'est ça qu'on a fait, on a construit un jumeau numérique qui permet de prévoir la production d'œufs d'un élevage de poules pondeuses. Et ça, je vais en reparler tout à l'heure. Le deuxième sujet, c'est un sujet d'alerte, c'est-à-dire notre jumeau numérique permet de suivre les élevages de poules pondeuses
Alors, sur la question de l'IoT, pour l'instant, c'est pas IoT, hein, les élevages de poupons, c'est de l'information qui est remontée à la main par les éleveurs. Mais ça suffit, puisqu'ils remontent quelques informations par semaine, et grâce à ça, on est quand même capable de mettre en place des systèmes d'alerte. Donc, ça, c'est pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. Donc, grâce à ça, on est capable de détecter, parce que on a des méthodes sérieuses pour faire ça, qu'il est en train de se passer quelque chose dans un élevage ou dans un ensemble d'élevage, de déclencher une alerte, et après de déclencher des méthodes pour suivre le résultat de cette alerte, enfin, le problème lié à cette alerte, en regardant des points sur une carte et en voyant les évolutions. Donc, le vrai rôle du jumeau numérique, c'est de déclencher l'alerte au bon moment. En fait, notre client nous avait interpellé sur ce sujet de l'alerte parce qu'il avait eu, il y a quelque temps, un vrai problème sanitaire avec un aliment qui était mal fait, qui fait qu'ils avaient eu des pertes très importantes de production d'œufs et ils avaient perdu sans doute quelques millions d'œufs grâce à ça, hein. C'est un gros producteur et quelques millions d'œufs, ça fait, peut-être pas loin d'1 000 000 € quand même et donc l'idée, c'est de se dire: «Comment est-ce qu'on pourrait ne pas faire cette perte?» et avec le système d'alerte tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec la remontée manuelle des des aviculteurs, on remplacerait la courbe de noix, qui est la courbe de perte de production, par la courbe verte et avec le système qu'on est en train de mettre en place avec une remontée plus automatique et plus fréquente des données, bah, on perdrait quasiment plus rien. Et donc, on pourrait sauver comme ça assez facilement sur des alertes sanitaires quelques centaines de milliers d'euros de façon assez pertinente. Sachant que les alertes sanitaires, il y en a quand même un certain nombre, hein. Des problèmes d'alimentation, des problèmes de maladie, il y en a. Alors, maintenant, je vais vous parler du projet qu'on a mené autour de ce jumeau numérique et donc on a fait un certain nombre de ce que j'appelle des IA, donc des intelligences artificielles d'aide à la décision. Et puis, tout ça va s'intégrer à terme dans ce que j'appelle une IA de pilotage, une intelligence artificielle de pilotage qui aura vocation à automatiser, autant que faire se peut, bien sûr en intégrant l'humain, le pilotage des élevages de poules pondues. Donc, je reviens sur la première demande, qui était la demande de date de réforme. Donc, notre client nous a demandé comment est-ce qu'on peut faire une date de réforme. Pour faire ça, bah, on s'est dit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut prévoir la production. Donc, on a construit un jumeau numérique qu'on a appelé le modèle IPOC, qui permet de prévoir la production d'un élevage de poules pondeuses en tenant compte de ce que les poules ont vécu avant d'arriver en élevage de pondeuses, de la nourriture, de certains aliments, de certains éléments de nutrition, mais pas beaucoup, aussi de la production récente et grâce à ça, on est capable à peu près à la 34e semaine de donner une date de réforme précise entre la 55e et la 75e. Puis quand on est venu présenter ça à notre client et qu'on lui a livré le produit, on lui a montré que pour notre démarche et donc il nous a dit: «Mais finalement, vous faites des courbes de production?» Alors on lui a dit: «Oui, on fait des courbes de production». Puis en plus, on s'est rendu compte que les courbes de production étaient plus précises que les courbes de production qui étaient données par les marchands de souches génétiques. Donc ils nous ont dit: «Bah ouais, c'est vachement bien quand même les courbes de production. Est-ce que vous pourriez pas juste nous faire un deuxième outil qui serait, des courbes de prédiction, de prévision dans les semaines à venir et qu'on pourra mettre à disposition des éleveurs, qu'on pourra mettre à disposition de nos techniciens d'élevage, et cetera». Donc on a dit oui. Donc on a fait une première évolution en utilisant toujours le même jumeau numérique. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le jumeau numérique permet de capitaliser de la connaissance et donc d'être réutilisé plusieurs fois. Puis une fois qu'on a fait cette prévision de production, ils ont eu une autre idée en disant: «Mais maintenant que vous êtes capable de faire des courbes par élevage, est-ce que vous pourriez pas faire non pas de la prédiction, mais de la classification du regroupement d'élevages en termes de leur performance?» Donc là, il ne s'agit pas de prévoir, il s'agit de regarder, les performances passées, de les interpréter à l'aide de ces courbes et grâce à ça, de classifier ces courbes pour dire: «Bah, là, il y a tel élevage qui est dans telle catégorie, tel élevage qui est dans telle catégorie». Puis une fois qu'on avait fait ça, bah, on avait des catégories d'élevage, donc on était capable d'avoir des références par rapport auxquelles on pouvait lancer des alertes. Voilà. Comme on avait des catégories de loges, on savait par rapport à quoi on devait se référer. Et donc, on a fait une autre évolution, toujours en utilisant le jumeau numérique modèle époque, pour lancer des alertes lorsqu'il y avait un problème du type de ce qu'on avait pu rencontrer, du type de ce que nos clients avaient pu rencontrer. Donc ça, c'est là où on en est aujourd'hui. On a fait ces 4 projets. Et puis, ce qu'on est en train de faire, c'est de prendre en compte plus d'informations sur la nutrition pour être capable de faire des recommandations alimentaires, en particulier en cas de problème sanitaire, mais pas que. En tout cas, pour être plus précis dans l'élevage. Et puis, l'étape suivante, ça va être de faire un outil pour suivre un retour à la résilience après un problème sanitaire qui aurait été détecté.
Donc là, on en est au niveau de l'alerte, on a encore ça à faire. Et puis une fois qu'on aura fait tout ça, on aura suffisamment d'outils pour faire de l'aide à la décision et on pourra les intégrer et gérer cette intégration de manière à faire ce que j'appelle à terme une IA de pilotage qui va automatiser le pilotage des élevages de poules pondeuses. Alors automatiser, je répète, en intégrant l'humain bien sûr. Voilà, j'ai terminé ma présentation et donc je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, on va enchaîner avec Jean-Marc Cadou. Jean-Marc, si tu peux partager ta présentation. Donc, Jean-Marc est enseignant-chercheur au laboratoire IRDL, c'est l'Institut de recherche du Puy-de-Dôme, qui est un laboratoire spécialisé dans l'ingénierie des matériaux et des systèmes industriels, donc en particulier dans le domaine maritime. Et Jean-Marc est expert en modélisation et simulation numérique, en mécanique des structures et des fluides, vibration de structures composites et amortissement de matériaux biosourcés. Jean-Marc, c'est à toi. Ok, merci François-Xavier. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous présenter donc une application que nous avons développée dans le cadre d'un projet collaboratif qui s'appelle Gwalendu. Donc, ce projet est porté par la société Fiche qui est basée à Aguipava à côté de Brest. Et il y a comme partenaire Nautix à côté de Lorient à Guidel, l'IRMA Compositique, donc la plateforme technique spécialisée sur les matériaux composites, et nous à l'IRDL pour les aspects dimensionnement et calcul de structure. Donc l'idée du projet, je vais d'abord vous présenter le projet Gwalendu et après je vous ferai une démonstration de ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet. Donc l'idée du projet Gwalendu, c'était au départ, Fish est une société qui fabrique des leurres pour la pêche, qui est spécialisée dans ce type de produit. Et ils ont voulu diversifier comment dire, leur gamme de produits en se lançant dans la fabrication de cannes à pêche haut de gamme. Et puis, pour Nautix, l'autre partenaire industriel, c'était se remettre à fabriquer des mâts de planche à voile, donc des objets qu'ils avaient abandonnés en partie liés au fait que le coût de fabrication était relativement important par rapport à d'autres produits asiatiques. Et Irma, qui est donc spécialisé dans l'aspect fabrication de matériaux composités. Donc nous, on était intervenus sur la partie simulation numérique et dimensionnement. Donc l'objectif du projet, c'était produire des cannes à pêche et des mâts de planche à voile en utilisant, je vais vous le montrer par la suite, des procédés automatisés, notamment une machine pour dépôt de fibres composites. L'idée, c'était de redire les coûts, donc en relocalisant une certaine partie de la production, notamment pour les aspects mâts de planche à voile, augmenter la performance et améliorer la qualité. Donc voici la machine à enroulement filamentaire sur la droite, donc qui est utilisée aujourd'hui pour fabriquer des mâts de bateau, des mâts de planche à voile et des cannes à pêche. Donc un des objectifs, c'était de fabriquer des objets avec un caractère recyclable, automatiser le procédé. Et puis la particularité du projet, c'est que les objets que l'on regardait sont des objets de faible diamètre et puis de grande longueur. Ce sont donc des cannes à pêche ou des mâts de planche à voile. Donc nous, à l'IRDL, nous sommes intervenus sur l'aspect dimensionnement de structure composite, mais en proposant un outil de simulation en temps réel. Alors, le concept un peu que l'on a suivi, donc ici je reprends un peu le dimensionnement classique de structure tel qu'il est fait aujourd'hui. Donc on a une première phase qui est une phase de caractérisation des matériaux, notamment des matériaux composites, une phase de simulation de la structure. Et ensuite, une fois que ces phases-là sont réalisées, la fabrication du produit est faite donc par cette machine automatisée. Et à la fin, le client récupère le produit fabriqué. Donc le client est en fin de chaîne. Donc dans ce projet, l'idée c'était de mettre le client et ses attentes et ses contraintes non plus à la fin de la fabrication, mais avant la fabrication. Donc en intégrant par exemple ses contraintes, ses souhaits, typiquement c'est avoir une canne à pêche souple, raide, et donc refaire une étape de simulation avant la fabrication. Alors
La contrainte, c'est que cette étape de simulation, elle doit se faire en temps réel. Donc, elle doit se faire en tenant compte des spécificités du client, mais elle doit se faire très rapidement. Donc, c'est là que nous sommes intervenus pour, en fait, proposer un outil de dimensionnement de structure qui soit léger, hein, et transportable sur le site de production, c'est-à-dire qu'il intervient directement à côté du robot, quoi. Alors, on a proposé donc une solution qui est utilisable sur des tablettes ou un téléphone. Donc, je vais vous, vous un peu présenter un peu plus en détail comment ça se fonctionne. Donc, on a une première phase dite offline, qui est une phase en fait d'apprentissage, hein, où on va lancer de manière totalement automatique un certain nombre de calculs classiques et qui vont être faits pour des gammes de paramètres que l'on a choisis ou que l'utilisateur a choisi. Typiquement, par exemple, l'angle du drapage du composite ou l'épaisseur du composite. Et là, on va avoir une étape d'apprentissage qui va se faire de manière totalement automatique. Alors, dans ce projet, nous, on a utilisé Abacus. Hein, donc, c'est Abacus qui fait les calculs. Et une fois que ces calculs sont réalisés, ils sont directement transposables sur la tablette. Et donc, la tablette va nous permettre d'évaluer en temps réel pour de nouveaux paramètres, de nouvelles valeurs de paramètres, le comportement de la structure. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, je vais arrêter de présenter sur ce support et je vais passer sur l'autre support. Donc, je vais passer sur... alors, je ne sais pas si vous voyez, non? Là, je pense que vous ne voyez pas. Attendez. Hop. Si on voit Jean-Marc. D'accord, vous voyez la tablette là? Oui. OK. Alors, la tablette, elle est donc voilà l'écran d'accueil où on a défini un certain nombre d'objets. Par exemple, typiquement pour les cas d'études qui nous intéressent, nous, ce sont des objets longs et cylindriques, hein, donc des cylindres qui peuvent qui peuvent être considérés comme étant des cannes à pêche. Donc voilà, j'ai un cylindre, vous voyez. Et là, ce que je vais faire varier, donc c'est l'angle de drapage du stratifié composite. Donc, je vais le faire varier, par exemple, ici de -45 à +45 degrés, et je vais voir en temps réel le comportement de la structure, comment elle va réagir. C'est-à-dire ici, je vois le déplacement. Je peux également, pour ceux qui sont intéressés par les aspects un peu plus mécaniques, voir l'évolution des contraintes dans la pièce en fonction de l'angle de drapage utilisé. Je peux également faire varier en direct l'épaisseur. Ça va me permettre de voir comment va se comporter la structure composite lorsque je vais modifier ces paramètres géométriques. Et donc, je peux regarder également d'un point de vue déformation et donc faire varier en temps réel le comportement de la structure. Je peux également regarder d'un point de vue vibratoire, hein, puisqu'on on a mis au point plusieurs types de calculs mécaniques. Comment se comporte la structure lorsque je fais varier ces paramètres géométriques? Donc ça nous permet d'être directement en phase avec la demande du client, hein, qui voudra peut-être avoir une canne à pêche un peu plus raide, un peu plus souple. Donc ça nous permet directement de voir comment va se comporter la structure. Donc on a d'autres types de structures, hein, que l'on a mis au point, c'est-à-dire par exemple ici des boîtes composites qui nous permettent de regarder comment vont se comporter typiquement les structures lorsqu'on va les faire varier en direct, par exemple l'angle de drapage. On a également, par curiosité, été regarder d'autres objets composites, hein, par exemple des foils, où on va voir en temps réel comment va se comporter le foil lorsque l'on va faire, encore une fois, des modifications des propriétés géométriques ou des propriétés du composite, quoi. Donc on aura directement le comportement de la structure lorsqu'on va faire varier certains paramètres. Par exemple ici l'épaisseur. On a toute une gamme de possibilités pour faire
les modifications. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie. Merci Jean-Marc. Donc, on va passer maintenant à la présentation de Arnaud Perrault. Arnaud, si tu veux bien partager ta présentation. Donc, Arnaud est enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne Sud depuis une quinzaine d'années. Donc, au sein du laboratoire IRDL que nous avons présenté, il est spécialiste des méthodes de construction nouvelles, comme l'impression 3D béton. Il est également responsable de la formation d'ingénieurs GC 4.0 de l'NCBS, l'école d'ingénieurs de l'université, où les modèles numériques ont une place centrale. C'est à toi. Alors, ton micro est coupé. Voilà, normalement, ça doit marcher maintenant. C'est bon, on t'entend. Super. Merci à tous. Donc, je vais faire une présentation assez générale sur l'application des jumeaux numériques dans le domaine du bâtiment et de la construction. Donc, le BTP, c'est actuellement un axe, un secteur de l'industrie qui est en pleine mutation numérique. Et quand on parle de jumeaux numériques dans le domaine de la construction, finalement, on est obligé de passer par ce qui s'appelle le BIM, qui est vraiment le vecteur de l'utilisation de modèles numériques dans le domaine de la construction. Donc le BIM, ça veut dire Building Information Modeling, c'est une méthode de travail plus qu'un modèle, une méthode de travail qui est standardisée, qui se base autour d'une collaboration de tous les acteurs de l'acte de construire autour d'une maquette numérique. Donc dans ce processus BIM, finalement, tous les acteurs vont donner de la donnée sur un seul modèle unique qui va pouvoir représenter la construction et le bâtiment à venir. Donc, quand on regarde ce modèle numérique, ce BIM, on va pouvoir travailler avec différentes dimensions qui vont se rajouter. Alors, la première dimension, ça va être le BIM 3D, où on va avoir juste les données géométriques, une représentation géométrique du bâtiment. Et puis, on va pouvoir ensuite rajouter des dimensions. Et ces dimensions vont concerner le temps, le coût, l'aspect impact environnemental. Et puis, on va avoir des choses ensuite qui vont rajouter du service par rapport à la vie du bâtiment. Pour son entretien, sa maintenance, sa sécurité. Et puis, on peut imaginer d'autres dimensions qui viendraient s'ajouter pour modéliser le système physique du bâtiment. Donc, toutes ces dimensions et l'ajout de dimensions, finalement, c'est ce que vous avez en bas, va rajouter en fait des niveaux, des degrés de maturité selon la norme du BIM qui est l'ISO 19650, pour passer d'un modèle, même de plusieurs modèles qui vont représenter la géométrie du bâtiment, c'est le niveau 1. Ensuite, vous allez avoir le BIM niveau 2 qui va représenter une ombre numérique. On va avoir une synthèse de tous les modèles dans une seule représentation unique du bâtiment dans lequel on va pouvoir incorporer de la donnée. Là, on est plutôt sur une ombre numérique du bâtiment finalement. Et enfin, on va aller dans les dimensions supérieures, rajouter une interaction entre le système physique et le système virtuel. Et là, on est vraiment sur un jumeau numérique. Donc ça, c'est le niveau 3 du BIM. Alors, tout ça, ça nous ouvre justement sur le jumeau numérique du bâtiment finalement, et on va le définir finalement comme tout à l'heure Nathalie l'avait fait, comme un modèle vivant qui va pouvoir donner toutes les informations du passé de l'histoire du bâtiment, de pouvoir donner son état présent et puis d'envisager les évolutions possibles de ce bâtiment dans le temps. Alors ça veut dire en fait que ce jumeau numérique du bâtiment, il va pouvoir concerner toutes les étapes de la vie du bâtiment, de sa conception jusqu'à sa fin de vie. Et c'est ça qui est très, très intéressant pour pouvoir vraiment avoir toute la traçabilité de la vie du bâtiment, pouvoir faire un coût global de toute la vie du bâtiment et de pouvoir aussi lister tous les impacts environnementaux du bâtiment pendant toute sa vie. Alors, comme pour le BIM, finalement, le jumeau numérique du bâtiment va présenter différents niveaux de maturité qui sont classés là de 0 à 5. Et sur le premier niveau de maturité, 0, correspond à finalement juste la prise des données. Par exemple, si vous devez faire la réhabilitation d'un bâtiment, il va falloir que vous puissiez capturer la géométrie de l'existant. Et ça va constituer la première prise d'information. Et ça peut se faire maintenant à partir d'un scanner 3D qui vont nous donner le nuage de points de la géométrie et pouvoir après aller vers un modèle géométrique du bâtiment. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser des logiciels de BIM qui vont pouvoir permettre de pouvoir unifier les modèles et de pouvoir rentrer de la donnée à l'intérieur. Donc là, on est sur du BIM niveau 2.
Ensuite, on va pouvoir aller vers le niveau 3 en faisant communiquer le système physique avec le système virtuel, en incorporant de la donnée, en utilisant des capteurs embarqués, de l'Internet des objets. Et enfin, on peut avoir vraiment une communication dans les deux sens entre le système physique et le système virtuel, en ajoutant de l'intelligence artificielle pour avoir des systèmes autonomes complets pour la gestion du bâtiment. Donc avec ces possibilités, on va pouvoir voir ce qu'on peut faire avec un jumeau numérique dans le bâtiment. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est si vous instrumentez un bâtiment avec des capteurs sur l'occupation, sur la consommation énergétique, sur des services, on va pouvoir faciliter l'usage d'un bâtiment. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut se faire à l'échelle d'un bâtiment, d'une pièce, mais aussi à l'échelle d'un quartier, d'une ville, pour pouvoir faciliter finalement la vie autour de l'utilisation des infrastructures et des bâtiments. Ensuite, ce jumeau numérique, il va aussi permettre d'automatiser ou de faciliter au moins le diagnostic sur l'état de santé du bâtiment et d'aller vers de la maintenance prédictive. Si vous mettez des capteurs embarqués dans les différents matériaux de construction, vous allez pouvoir connaître au cours de la vie du bâtiment l'état de santé et pouvoir décider ou pas des actions de maintenance pour maintenir le bâtiment en service. Vous pouvez également aller vers des interactions où les décisions sont prises de maintenance sont prises automatiquement grâce à l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle. Enfin, on voit aussi, une dernière application, c'est de pouvoir collecter et maîtriser tous les impacts environnementaux et économiques de la construction. On voit que dans le domaine de la construction et du bâtiment, il y a une évolution réglementaire qui vise à vraiment réduire l'impact environnemental de nos habitudes et notre construction. Et le jumeau numérique, avec la récolte de données sur l'utilisation, permettra de réduire et de maîtriser les impacts environnementaux de nos habitudes d'usagers de bâtiments. Alors, pour finir, voilà, donc au niveau de l'UBS, on a toutes les compétences pour appliquer les jumeaux numériques au domaine du bâtiment et plus largement de la construction. Nous allons avoir des compétences à l'IRDL sur la connaissance des bâtiments, des matériaux, des structures, qu'on va pouvoir coupler aux compétences du laboratoire du LabSTIC en termes d'instrumentation, en termes d'intelligence artificielle, en termes de sciences de données. Et tout ça va nous permettre d'appliquer les jumeaux numériques dans le domaine de la construction. Et ça, on le fait notamment en formant des ingénieurs depuis la rentrée de septembre dans la formation Génie civil 4.0 à l'NCBS pour pouvoir préparer les futurs ingénieurs à l'utilisation de tels modèles dans le domaine de la construction. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Arnaud. Donc après le bâtiment, on va passer aux brioches. Et donc j'invite Mohamed à se connecter et à partager sa présentation. Donc Mohamed est chercheur postdoctorant donc à l'NCBS et au laboratoire LabSTIC. Il est diplômé en génie industriel et productif de l'université de Tlemcen en Algérie, en codirection avec l'université de technologie de Troyes. Il a travaillé sur les systèmes automatisés de stockage et déstockage. Et aujourd'hui, il travaille sur des thématiques de recherche autour du jumeau numérique et des systèmes cyberphysiques. Et sur des projets très concrets comme celui qu'il va vous présenter, le projet Anticipa. C'est à toi, Mohamed. Je te remercie, François-Xavier. Bonjour à tous. Et donc, bienvenue à ce webinaire dédié au jumeau numérique. Donc, en ce qui me concerne, je vais vous présenter l'essentiel du travail qu'on est en train de faire et qui vise à améliorer la qualité des brioches en collaboration avec différents partenaires, et cela en mettant en place un jumeau numérique de la brioche ou du produit en l'occurrence. Alors, le principal partenaire de ce projet-là est une entreprise agroalimentaire qui fabrique des brioches, des 4 quarts et différents gâteaux de manière agroalimentaire. Et donc, ce partenaire-là apporte une problématique réelle et pratique, et sa ligne de production en l'occurrence. Et aussi, donc dans ce projet-là, nous avons d'autres partenaires qui font partie du consortium. Nous avons un éditeur de logiciels qui a déjà développé et installé une première version du Manufacturing Execution System et qui va
installer très prochainement différents capteurs tout au long de la ligne de production. Alors, il y a l'UBS et plus précisément le LabStick, qui donc visant à développer un jumeau numérique doté d'un outil d'aide à la décision. Et aussi, nous avons d'autres partenaires qui, eux, font des campagnes de prélèvement, de tests et d'analyse des produits afin d'identifier quel type de contamination peuvent survenir et aussi à essayer d'identifier quelles pourraient être les causes et aussi mettre le doigt sur les zones dites sensibles de la ligne de production sur lesquelles il faudra plus se concentrer. Alors, ce partenaire industriel-là dispose d'un procédé de fabrication où, à la sortie, les produits subissent un ajout d'additifs alimentaires afin d'inhiber la germination des spores et des moisissures. Cependant, ce partenaire-là vise à lancer une nouvelle gamme de produits qui, elle, porterait la mention de Clean Label, ce qui veut dire donc pratiquement de supprimer l'ajout de conservateurs alimentaires. Ceci entraînera systématiquement une augmentation du risque de contamination fongique de ces produits. Et donc, pour y remédier, il est nécessaire de minimiser le taux de contamination, justement. Donc, pour ce faire, il faudra identifier en amont, c'est-à-dire entre la sortie de la ligne de production et l'ajout d'additifs alimentaires, identifier les brioches à haut potentiel de contamination. Donc, cette identification-là pourra se faire via un outil d'aide à la décision. Cet outil-là sera alimenté par un historique produit. Donc, chaque brioche aura un historique des phénomènes qu'elle aura subis tout au long de son cycle de production. Cet historique-là sera construit à partir des données remontées de la ligne de production via le MES. Donc, cette construction-là se fera grâce à un programme informatique, un script Python que nous avons déjà, dont une première version a déjà été développée, et qui va donc manipuler ces données-là. Donc là, nous mettons en évidence les deux principales briques technologiques de notre jumeau numérique. Donc, premièrement, l'outil d'aide à la décision. Là aussi, une première version a été développée. Donc, le choix s'est porté sur un réseau de neurones. Donc, c'est une collègue qui a déjà développé une première version de ce réseau-là et qui a été entraîné puis testé sur des données de synthèse dans un premier temps et qui démontre d'une très bonne précision de l'ordre de 95%. En ce qui concerne la seconde brique, alors son intérêt ou son utilité est dans justement la manipulation et le traitement des données remontant de la ligne de production. Alors, ces données-là sont principalement de deux sortes. Celles qui remontent de manière événementielle, on va dire. Et donc, c'est par exemple des capteurs qui sont activés suite à un événement réel ou à un phénomène qui se passe physiquement sur la ligne de production. Donc, par exemple, le passage d'un produit à côté d'un capteur de proximité, comme vous pouvez le voir sur l'animation. Donc, les capteurs rouges s'activent au passage des produits. Par contre, nous pouvons remarquer d'autres types de capteurs qui, eux, sont activés de manière périodique. Donc, les capteurs bleus, jaunes et gris. Et donc, ces capteurs-là peuvent être des capteurs de température, de taux d'humidité, de taux de particules dans l'air, et qui seront activés selon les besoins. Et donc, chaque 10 minutes, chaque demi-heure, chaque minute, ça dépendra donc des cas et des besoins. Alors, pour résumer, nous avons d'une part à gauche une base de données qui remonte directement du MES, qui est, elle, comme on vient juste de le voir, orientée événement ou remontée périodique d'informations. Et ce que notre programme fait, c'est manipuler ces données-là et construire une base de données orientée produit. Et donc là, nous pourrons savoir chaque produit, à quel moment ce dernier passe par tel capteur, quelle était la température à ce moment-là, à cet endroit-là, quel était le taux d'humidité, etc. Donc cette nouvelle base de données-là, elle viendra alimenter notre jumeau numérique. Et donc, ce dernier, à terme, via son outil d'aide à la décision, pourra déterminer si un produit a un taux de contamination élevé
ou admissible. Donc, si on dit que le taux, la probabilité de contamination admissible est de l'ordre de 1%, et donc si notre jumeau numérique estime que ce produit-là, au vu de son historique produit, a un taux, une probabilité de contamination inférieure à 1%, donc il sera considéré comme un produit sûr, et il sera orienté vers la station d'emballage où il sera emballé dans un emballage avec la mention Clean Label. Par contre, si un produit notre jumeau numérique estime qu'un produit a un taux de contamination supérieur au seuil toléré, donc dans un premier temps, ce dernier va être isolé du reste du lot, mais à terme, l'idéal est de mettre en point un système d'aiguillage qui l'aiguillerait vers une ligne secondaire où il subira l'ajout d'additifs classiques et il sera emballé dans des emballages classiques qui existent déjà actuellement, c'est-à-dire ne disposant pas de mention Clean Label. Donc ce travail-là est en train d'être fait en considérant donc un jumeau produit, en l'occurrence un jumeau produit brioche. Donc le jumeau produit de manière générale nous permet de faire beaucoup de choses, hein. En l'occurrence ici, améliorer la qualité des produits ou surveiller la qualité des produits, faire de la traçabilité, développer de nouveaux produits via des jumeaux numériques prototypes. Mais on peut aussi mentionner les jumeaux process qui sont plus présents, on va dire, et qui permettent d'adresser d'autres problématiques, hein, comme essayer d'avoir une maîtrise plus fine du processus de production, mettre au point une cybersécurité plus robuste, mettre en place des politiques de maintenance prédictive. Aussi, le jumeau logistique, où là, on peut aussi mettre en place des politiques de supply chain, des méthodes de supply chain analytics, augmenter la résilience de sa chaîne d'approvisionnement, mettre en place des politiques de smart pricing. Mais aussi, on peut combiner les avantages de différents types de jumeaux, hein, où le jumeau process et le jumeau logistique pourront nous permettre de maîtriser, d'avoir une maîtrise plus fine des délais et coûts de production. Aussi, un jumeau produit et jumeau logistique peuvent nous permettre de mettre en place des politiques de recyclage ou carrément plutôt mettre en place des chaînes logistiques inverses. Et donc, tout cela illustre de belle manière que cet outil-là fédère différentes expertises donc, qui viennent de différents domaines. Et donc, c'est l'objectif que nous aspirons à atteindre à l'UBS, c'est de fédérer justement toutes ces expertises-là et ces forces-là pour développer cette nouvelle technologie. Et je vous remercie pour votre attention et de m'avoir écouté. Merci Mohamed. Donc, on va passer maintenant à Ciaran Le Guenec. Donc, Ciaran, si tu peux partager ta présentation. Voilà, donc Ciaran est ingénieur d'études à Compositic, qui est la plateforme technologique de l'université, spécialisée dans la mise en œuvre et la fabrication additive de polymères et de composites innovants. Donc Ciaran est responsable aussi du pôle de simulation numérique au sein de cette plateforme. C'est à toi, Ciaran. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Ravi de pouvoir vous présenter le projet DigiPulse 3D qui consiste à faire le contrôle de l'impression 3D et pouvoir prédire la qualité produit et process de cette technologie. Donc, Compositic est spécialisé dans la fabrication additive et fait l'interface entre la recherche académique et la recherche industrielle. On a principalement vocation à faire de la formulation matériaux sur mesure, éco-matériaux même, du développement de procédés, de la simulation de manière générale process et produits, en fabriquant différentes briques thermoméca ou mécaniques ou autres, et le jumeau numérique de façon plus générale. Et nous sommes aussi spécialisés dans la fabrication et la caractérisation de prototypes autour de ce domaine de la fabrication additive. Je parle de ça puisque en fait, ce sont déjà des compétences qu'on a en interne à Compositic et ou en lien avec d'autres compétences à l'Université Bretagne Sud. Nous avons une imprimante 3D grand format qui est constituée d'un robot, robot collaboratif muni d'une tête d'extrusion pulsar qui nous permet justement de faire
une impression 3D grand format avec des matériaux en granulés qui sont acheminés jusqu'à la tête d'extrusion que vous pouvez voir là. Et qui, après être passé dans une vis à l'état fondu, nous permet de créer des pièces d'assez grand format de façon, avec des couches déposées de manière successive. Le gros avantage aussi, c'est qu'on peut fonctionnaliser le matériau, donc lui apporter plus de rigidité, le mousser au cours de la production. Donc ce procédé, pourquoi un jumeau pour ce système? En fait, clairement, nous, ce qu'on voulait faire, c'est pouvoir réaliser le contrôle dimensionnel de la pièce. Alors, il s'avère que sur une pièce imprimée 3D, avec des formes non développables, qui sont souvent intégrées à l'intérieur de la pièce, il est difficile de réaliser un contrôle 3D correct, sauf si on passe par des moyens de contrôle avec des prix très élevés. Et du coup, l'idée, c'était aussi de pouvoir de prédire une dérive du procédé, ce qui nous mène à dire qu'il y a d'une part un jumeau numérique lié au produit, qu'on peut voir ici, la pièce imprimée 3D. Et on voit aussi qu'il y a un jumeau numérique process qui peut être établi sur l'ensemble de ce système. Donc, dans ce sens, on a choisi d'établir une méthodologie pour déployer correctement ce jumeau. Déjà, nous, on a toute la brique produits et matériaux en interne. On n'est pas allé forcément, on n'a pas choisi de développer des compétences, mais plutôt de se baser sur ce qui est déjà chez nous pour justement valoriser le jumeau numérique. Et on a aussi la brique simulation numérique, donc calcul des déformations résiduelles, des dépôts, des boudins thermoplastiques au cours de l'impression 3D. Et on a aussi la brique process et fabrication. On a choisi de se focaliser uniquement sur la partie contrôle dimensionnel dans un premier temps et d'y mettre entre les deux justement l'interface jumeau numérique pour pouvoir répondre à ce besoin. Comme le disait précédemment mon collègue Mohamed, justement, l'idée c'est de pouvoir aller chercher les différentes compétences au sein de l'UBS pour pouvoir répondre à ce besoin et de fédérer les expertises autour de ce domaine. Tout d'abord, on a choisi de déployer une architecture, de mettre en place une architecture du jumeau numérique en se basant sur les travaux réalisés par Nathalie Julien et la norme ISO qui est sortie récemment là, sur le jumeau numérique, ISO 23247. Et on a choisi aussi de ne pas aller trop vite en fait dans le déploiement, c'est-à-dire on a pris des protocoles par exemple type USB ou Ethernet avant d'aller vers des protocoles bien plus complexes à gérer type Profinet. Également des capteurs comme des thermocoups qui nous permettront de remonter des informations de façon très simple en termes d'informations de température avant d'aller vers un système un peu plus pointu comme une caméra infrarouge. L'idée, c'est vraiment de pouvoir déployer par des petits sauts de puce le jumeau numérique, puisque c'est assez complexe. On voit bien qu'il y a des questions profondes, peu importe la complexité du jumeau à mettre en place, il y a des questions profondes auxquelles il faut répondre, puisque les expertises sont très variées et multiples. Et enfin, d'un point de vue continuité numérique, on a fait des choix, on regarde des alternatives aussi, c'est-à-dire clairement on s'est basé plutôt sur la partie 3D expérience pour pouvoir déployer ce jumeau, avec la partie conception CATIA, programmation robot Delmia, simulation Simulia, et pour faire un petit peu la connexion entre tout ça, le lien entre tout ça, avec une base de données Python et de la programmation Python. Par contre, volontairement, on regarde les alternatives parce que forcément, l'idée, c'est aussi de pouvoir apporter des réponses aux industriels qui ont les moyens ou pas de pouvoir accéder à certains outils, ou tout simplement parce qu'il y a des outils qui sont déjà ancrés dans certaines entreprises. On est conscient que de changer complètement le parc logiciel, ça peut être compliqué pour certaines entreprises. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer une méthodologie et de s'adapter en fait avec les moyens qu'on a déjà en place. Donc typiquement, nous, on a pensé aussi à passer par la plateforme Autodesk Fusion 360, Robodeca, qui est déjà présent chez nous, et
et comme Sol, qui est un autre outil de simulation nous permettant de pouvoir faire justement tous les calculs que je vous ai montrés précédemment. Et enfin, toute la partie tableau de bord serait fait par Python au lieu de passer par la plateforme 3D Experience. Donc le principe du jumeau Digipulse 3D, c'est d'avoir d'une part le process qu'on peut voir, et à la fin, clairement, c'est de prendre une décision à l'aide d'un panneau de contrôle qui nous dit go, no go, la pièce est dans les tolérances ou hors tolérance. Alors soit toutes les pièces, soit sur un certain lot, en fait, on va pouvoir contrôler. Ça va être clairement déterminé par le temps de calcul de la pièce à contrôler. Et on a des capteurs qui nous permettent de remonter l'information de la position de la buse au cours de l'impression, et des capteurs de température qui nous permettent de fournir une base de données qui est volontairement en cloud, ici pour ensuite, puisque ça apporte plus de versatilité par rapport à notre application, pour ensuite faire des modèles et des métamodèles thermomécaniques, et qui nous permettra d'établir le premier contrôle au fur et à mesure. Enfin, on choisit dans la partie traitement, en opposition en complémentarité plutôt de la simulation numérique, de faire de la simulation avec de l'intelligence artificielle, ce qui nous permet d'établir une autre analyse et de pouvoir prédire voilà, s'il y a un go-no-go qui apparaît sans forcément réaliser des modèles thermomécaniques à chaque pièce ou pour chaque lot qui souhaite être contrôlé. Enfin, on peut aussi réaliser de l'intelligence artificielle sur les métamodèles qui auraient été créés à la suite de la modélisation. Enfin, l'idéal, c'est ce vers quoi on veut tendre, c'est contrôler le pilotage grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ce sont les dernières étapes dont parlait Emmanuel Freynod au tout début du webinaire. Donc, ce sont des étapes de contrôle, en fait, d'apporter de l'intelligence artificielle pour piloter, automatiser, en intégrant au maximum l'humain aussi, puisqu'il y a une prise de décision. Même si ici, il y a l'opérateur, il y a d'autres opérateurs qui interviennent, d'autres expertises qui interviennent au fur et à mesure de ce principe. Mais évidemment, l'idée, c'est de faire, comme l'expliquait Nathalie Julien au début aussi, c'est de pouvoir capter à tout instant via un PLM ou un ERP. Donc, c'est en fonction ou avec une base de données dédiée à faire ce travail de PLM ERP, de pouvoir suivre justement l'évolution du produit et du process au cours de sa vie et de ses usages. D'un point de vue un peu plus concret, aujourd'hui, on a déjà un miroir numérique qui est fait sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on a l'infrastructure qui est modélisée, le process, on peut remonter les mouvements du robot dans 3D Experience, on a la pièce aussi, typiquement, on s'est basé sur une pièce relativement simple à produire, et on est capable de fournir les données en fait, de température et de position de la buse, qui sont les seules données pour l'instant nécessaires à pouvoir effectuer un calcul. On passe par la 3D Experience, par la plateforme 3D Experience et une base de données Python pour pouvoir alimenter une simulation numérique en état transitoire du dépôt de boudin qui nous permet de calculer les contraintes résiduelles et les déformations résiduelles. Et grâce à cette première simulation, on est capable de pouvoir décider si la pièce est conforme ou si elle doit être butée. Et en parallèle de ça, il y a l'intelligence artificielle qui va être déployée prochainement pour pouvoir, d'une part, réaliser une analyse des modèles numériques qui ont été effectués pour faire de la prédiction et pouvoir directement prédire auprès des opérateurs, de l'opérateur, s'il y a une éventuelle maintenance à faire sur le process. Typiquement, ce vers quoi on veut tendre, c'est la modification du pilotage du robot en temps réel, si possible. Donc on se retrouve avec la partie miroir numérique, le jumeau numérique qui est la phase intermédiaire, et enfin le jumeau autonome qui est ce vers quoi on veut tendre, et qui permet de prendre des décisions suivant des critères qui ont été définis
initialement. Donc l'idée de ce projet, puisque Compositique et de nombreux acteurs de l'UBS participent déjà à des projets de jumeaux numériques, permet de faire un showroom en fait de ce dont on est capable de faire, mais c'est aussi l'opportunité de pouvoir d'apporter une solution de compétitivité pour la fabrication additive. Clairement, nous, on est persuadé que ce jumeau permettra de limiter le contrôle dimensionnel de pièces imprimées 3D et de pouvoir aussi d'être transposable à d'autres procédés. Enfin, c'est une preuve de concept qui soutient à la fois les projets collaboratifs et permettent aussi aux industriels, aux territoires, puisque c'est bien là notre action, c'est de soutenir le territoire aussi, de pouvoir se projeter dans cette nouvelle technologie. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Kiran. On va passer la parole à Pascal Berruet. Donc, Pascal, voilà, je t'invite à te connecter. Pascal est professeur des universités à l'UBS et au laboratoire Labstick, donc en automatisme et génie industriel. Il travaille sur le pilotage, la supervision et la commande des systèmes de production reconfigurables. C'est à toi, Pascal. Merci François-Xavier. Donc bonjour. Donc je vais vous parler donc de production, de système de production, et donc vous présenter plusieurs utilisations du jumeau numérique dans le cadre de ces systèmes de production. Donc tout d'abord, pour replacer un petit peu dans le contexte de l'usine du futur, donc les systèmes actuels, ce qu'on peut voir, ce qui les caractérise, c'est vraiment l'environnement très incertain dans lequel ils évoluent. Notamment, ils doivent s'adapter à différentes commandes, des commandes qui ne sont pas prévues. Et puis également, il y a tout cet aspect aléa qui va concerner donc la disponibilité, par exemple, de certaines machines et qui vont faire que on aura en fait pas mal de choses à gérer au quotidien et de manière assez réactive. En plus, on a une évolution au niveau des standards concernant les aspects énergie, bilan carbone. Et l'objectif de ces systèmes, c'est toujours de produire au coût de la production de masse, mais pour répondre en fait à des demandes de plus en plus spécifiques. Donc, une des réponses, c'est l'aspect système reconfigurable, c'est-à-dire ce qui permet en fait et offre la capacité à ces systèmes de se réorganiser en fonction de ces différentes demandes et de ces différentes incertitudes. Donc là, je vous ai mis deux exemples qu'on peut trouver donc, dans l'agroalimentaire où en fait, physiquement, on va par exemple interchanger suivant la production, la machine numéro 1 avec la machine numéro 2 en ayant changé et nettoyé la ligne. Et ce qui permet, on voit des fois de répondre au mieux à certains aléas en anticipant sur certains plans de production. Et puis, on a aussi d'autres cas, c'est les systèmes de transport, systèmes transitiques, comme dans les systèmes où il peut y avoir de la préparation de commandes ou bien dans les systèmes de transport au niveau des aéroports, ce qu'il y a dans les sous-sols, où on a différents moyens et différentes routes pour amener en fait un produit d'un endroit à un autre. Et si on regarde la configuration d'un système, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément très évident et que le responsable de production, s'il veut changer, réorganiser son système, il peut être amené à si on passe de cette configuration à la deuxième, on peut être amené à rajouter des éléments qu'on avait, qui pouvaient être à un autre endroit. On peut être amené à modifier, à déplacer des éléments, ou bien on garde la même architecture, mais on change les flux. Et donc, ça nous amène évidemment à la fois prendre des décisions et des décisions qui sont très opérationnelles. On a proposé en fait d'utiliser en fait depuis donc une vingtaine d'années la simulation et les jumeaux numériques pour répondre à des questions
qui permettent de s'assurer déjà qu'au départ, ce qu'on a conçu en termes de commandes, en termes d'automatisme, eh bien, c'est correct. Et notamment avec le caractère reconfigurable du système, on a besoin de commander différemment, de plusieurs façons. Et, eh bien, ça devient un challenge de plus en plus important. Ensuite, il faut bien comprendre que ces systèmes, bien sûr, ils sont pilotés par des personnes, des responsables des opérateurs et donc via des interfaces homme-machine et que, eh bien, on peut être amené à vouloir tester ces interfaces. Et puis, lorsqu'on est plus en exploitation, eh bien, il faut savoir si notre système est en train de dévier avant de choisir une configuration pertinente. Donc, des travaux qu'on a pu faire, donc déjà avec un jumeau numérique plus, on va dire, en conception. Donc, c'était des travaux qu'on démarrait il y a quasiment une vingtaine d'années avec la société Sidel, puis Sileps, qui est devenue FIV maintenant. Et donc, en fait, on a utilisé en fait un jumeau numérique pour simuler à la fois le code de commande sur en fait un système qui est constitué de capteurs, d'actionneurs, de tapis, donc qui est virtuel. Et si c'est correct, eh bien le code peut être transféré sur les automates de commande. Et donc ça a permis à la société en fait de tester les différentes commandes, de tester également si il y a un aléa, est-ce que la commande se désynchronise rapidement ou pas. Et en fait, sur un projet, ça permet un retour de type gain de temps de 10 à 20%, puisque les choses sont testées avant implantation devant le client de ces types de systèmes. Notre projet, qui a démarré il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années, a permis en fait de tester en fait les interfaces de pilotage. Et si on regarde bien donc ce qu'on a sur la gauche, donc classiquement une personne qui veut faire de la supervision donc a des écrans et qui sont connectés aux organes de pilotage, hein, donc pour faire du contrôle commande et connectés bien sûr au capteur actionneur du système. Et donc, on a utilisé encore donc, le jumeau numérique de conception qui contient à la fois les modèles de commande et des modèles d'évolution donc de la partie opérative. Ici, c'était des systèmes plus des systèmes embarqués à bord de navires d'approvisionnement fluide, donc constitués de vannes, constitués également de pompes, d'osmoseurs, et qui permettaient en fait de pouvoir stocker et de pouvoir approvisionner en fait en fluide différents systèmes d'un navire. Et les vraies interfaces de supervision ont été en fait connectées au jumeau numérique conception et ça a permis de faire des expérimentations avec plusieurs types d'interfaces. Vous voyez ici une interface plus fonctionnelle et une interface plus structurelle, et ça a permis de tester déjà si les interfaces étaient correctes et en plus de tester la pertinence pour piloter, pour détecter, pour voir s'il y avait des dérives. Et ça, évidemment, sans avoir besoin d'injecter des aléas dans le système réel. Enfin, donc, d'autres utilisations du modèle numérique, eh bien, ça a été de l'utiliser, en fait, ce modèle en exploitation, c'est-à-dire de l'utiliser en parallèle du système réel. Et une première étape, en fait, c'est le problème ici, c'est si j'ai un système ici où, par exemple, vu de dessus, c'est un tapis, je vois ici un colis qui est au niveau de mon premier capteur. Donc, si le capteur est à 1, c'est que j'ai un colis. Ensuite, si jamais le capteur a disparu, il n'est plus à 1, mais si ni le capteur 2 ni le capteur 3 ne sont à 1, je ne sais pas en fait si mon colis est plutôt entre le capteur 1 et le capteur 2 ou s'il est entre le capteur 2 et le capteur 3. Donc, en fait, j'ai un problème d'information en temps réel et donc,
le jumeau numérique peut être utilisé en exploitation en parallèle du système réel et permet de reconstituer en fait de l'information manquante, donc en simulant en parallèle en fait le comportement du système en parallèle du système réel. Donc ça permet en fait pour un responsable de pouvoir mieux voir exactement où sont les positions de ces différents produits à tout instant, même s'il ne les a pas regardés de manière continue. Et puis, une deuxième utilisation, c'est justement, il faut voir que ce modèle en exploitation, bien sûr, il va se désynchroniser par rapport au modèle réel. Et donc, là, en fait, l'objectif, c'est de regarder le nombre et la nature des resynchronisations pour pouvoir détecter en fait les différentes dégradations qu'il peut y avoir et donc voir finalement si on a différentes dérives au niveau du système réel. Et ce qui nous amène à la dernière exploitation du jumeau, eh bien, c'est pour choisir sa configuration, c'est-à-dire qu'on va avoir différentes configurations, on va les simuler et ça va nous permettre en fait de choisir parmi différentes possibilités la configuration qui va être la plus pertinente en prenant en compte des paramètres dynamiques tels que le temps de fabrication, les taux d'utilisation, ça peut être aussi le nombre de palettes qu'il peut y avoir dans un système, etc. Pour conclure, hein, donc on a vu différentes utilisations du jumeau numérique, à la fois hors ligne et en ligne, avec différents niveaux donc, de détail, des domaines, des règles et des simulations avec plusieurs domaines, ainsi qu'une connexion avec le système réel hein, qui permet de faire évoluer en fait en exploitation le jumeau en parallèle du système réel. Je vous remercie de votre attention. Merci Pascal. Voilà, donc on en a terminé pour les cas d'usage. Et donc maintenant, on va voir ensemble comment développer un jumeau, c'est-à-dire comment, pour les entreprises, travailler avec nous, l'université. Et donc, on va commencer par Yves Brouins. Yves, si tu veux bien partager ta présentation, donc qui va nous expliquer pourquoi cette thématique du jumeau numérique est présente et prioritaire à l'UBS. Alors, Yves Brouins est professeur des universités également. Il est directeur de la plateforme Compositique et il est vice-président innovation de l'Université Bretagne Sud. Donc, il va aussi nous expliquer comment cette thématique du jumeau numérique s'insère dans la stratégie de recherche et d'innovation de l'UBS. C'est à toi, Yves. Merci François-Xavier. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, c'est au titre de vice-président innovation de l'UBS que je vais vous faire cette petite présentation, courte présentation. Donc pour vous redire que l'Université de Bretagne Sud est une petite université hein, à l'échelle française et la dernière créée des universités en France dans les années 95 et que à ce titre, au titre de petite université, l'Université de Bretagne Sud se doit d'avoir une stratégie, je dirais, un petit peu différenciante, un petit peu particulière dans ce concert voilà, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et c'est à ce titre, finalement, que l'université cherche aujourd'hui à accroître sa surface de contact avec le monde socio-économique au travers d'une stratégie basée sur l'innovation qui finalement traverse à la fois des besoins de formation hein, voilà, sur des métiers nouveaux. Philippe Mandin nous parlait de l'hydrogène, voilà, qui va par exemple nécessiter effectivement des compétences nouvelles et l'université va effectivement innover dans sa capacité de formation sur voilà, des qualifications nouvelles et puis innover dans le domaine de la recherche parce qu'effectivement on voit bien qu'on est dans une période peut-être d'accélération de l'innovation dans les domaines industriels et sociétaux et sur lesquels forcément le numérique est extrêmement présent et permet d'envisager
un grand nombre de développements. Alors pour ce faire, en fait, l'université, encore une fois, qui a ces deux parties, ces deux pieds, formation et recherche, qui sont structurés autour de composantes bien établies, notamment de laboratoires de recherche, a défini en fait des écosystèmes d'innovation qui sont voilà, une approche un petit peu écosystémique hein, de ce que peut être l'innovation, c'est-à-dire de ne pas regarder simplement nos compétences internes, même si effectivement il faut les connaître, les référencer et les mettre en valeur, mais aussi bien sûr s'occuper effectivement de la partie extérieure, c'est-à-dire finalement des entreprises et des systèmes d'appui à l'innovation qui nous entourent et qui vont effectivement participer au développement d'une stratégie commune et la rédaction potentiellement d'une feuille de route. Donc c'est important effectivement d'essayer d'organiser ces écosystèmes hein, autour voilà, des forces scientifiques, autour d'autres objets qu'on peut avoir à l'université. Je vous en montrerai quelques-unes, des plateformes, une fondation, et bien sûr tous nos liens précieux avec le monde socio-économique. Donc c'est à ce titre-là qu'on a développé en fait 4 grands écosystèmes. Alors bien sûr, 3 sont un petit peu différents de la thématique d'aujourd'hui. Je vous en dis juste quelques mots. Bien sûr, la partie maritime, hein, avec le littoral sur lequel on vit, qui est effectivement un territoire d'innovation extrêmement riche, mais extrêmement contraint, sur lequel on va avoir voilà, des grandes thématiques qui sont le tourisme, la course au large, l'avenir des infrastructures portuaires, donc voilà des thématiques fortes. Tout ce qui va être bien sûr le numérique qui est là en puissance avec bien sûr les questions de cyberdéfense, de cybersécurité et de l'intelligence des données. Hein. Voilà, ça fait partie effectivement de thèmes sur lesquels en formation et en recherche on essaie de se positionner. Un thème plus émergent autour de la santé, du handicap et de l'environnement, qu'on essaie de structurer. On n'a pas la chance sur le territoire morbihanais d'avoir effectivement des centres hospitaliers universitaires, comme ça peut être le cas dans des grandes métropoles, mais on a effectivement des hôpitaux et d'autres systèmes de soins et de santé qui souhaitent aussi innover et qui le font très bien et qu'on souhaite effectivement accompagner. Et puis la thématique industrie du futur dont on parle aujourd'hui, qui se structure autour de grands thèmes que sont le jumeau numérique et l'hydrogène marin. Donc, Philippe Mandin, Nathalie Julien vous en ont parlé ce matin de ces deux thèmes, et ça nous paraît des thèmes extrêmement en phase avec les besoins des territoires. Si on prend l'échelle bretonne, l'échelle morbihannaise ou l'échelle des agglomérations, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une demande forte hein, autour de ces thématiques, l'énergie du futur pour l'hydrogène, et puis vous le voyez ce matin au travers de nombreux exemples qui couvrent beaucoup de thématiques très complémentaires, les besoins en jumeaux numériques. Tout le monde aurait envie finalement aujourd'hui d'avoir un jumeau numérique, que ce soit des agglomérations pour mieux anticiper les questions de transport, que ce soit d'autres collectivités pour mieux imaginer les besoins autour du vieillissement ou du handicap, que ce soit bien sûr tous les exemples industriels qui ont été présentés ce matin. Donc l'accompagnement bien sûr de l'université se fait au travers des compétences des laboratoires hein, que vous avez pu voir ici, des compétences bien sûr des enseignants-chercheurs, des compétences des composantes aussi de formation, notamment l'ENSIPS qui s'est emparé très fortement de cette thématique autour de l'industrie 4.0, et puis autour des compétences peut-être plus appliquées hein, de plateformes qui sont des objets très opérationnels sur lesquels vous pouvez aussi, du côté entreprise, venir faire des expérimentations très concrètes voilà, sur Prodiabio pour tout ce qui va être l'agroalimentaire, Compositique, vous en avez vu un exemple sur tout ce qui est fabrication additive, autour de la ligne expérimentale Industrie du futur, SCAP, sur tout ce qui va être, bien sûr, expérimentation, vous en avez vu des exemples sur tout ce qui est logistique et système cyberphysique, et puis, bien sûr, autour de la cybersécurité. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Et en tout cas, je remercie tous les participants et intervenants de cette demi-journée. Et je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup, Yves. Donc, je vais redonner la parole à Nathalie Julien, qui va nous présenter une cartographie des compétences à l'UBS sur le sujet.
Oui, merci François-Xavier. Donc, comme vient de le dire Yves, on a un certain nombre de compétences en interne et le but de cette matinée, c'était de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on aura envie de faire collectivement. Et donc, je disais en introduction que pour faire un jumeau numérique, ça nécessitait beaucoup d'expertise. Et il se trouve qu'on en a un certain nombre à l'UBS. Et bon, notamment si je reprends mon schéma autour des données, si déjà on est sur le côté recueillir, collecte des données, on a effectivement des gens qui travaillent donc aussi bien dans le laboratoire Labstick que l'IRDL autour de la conception 3D, mais également dans les aspects ergonomie, facteurs humains, donc autour des IHM écologiques, notamment l'IoT, les logiciels de l'industrie, le BIM, on l'a vu, la réalité augmentée. Donc, tout ça, ce sont des activités qui sont déjà existantes et qui peuvent venir alimenter donc cette collecte des données. Après, sur le côté intégration, vous l'avez vu aussi dans les différentes présentations, il y a des gens qui travaillent sur les modèles multiphysiques. On a aussi des compétences Labstick en génie logiciel, génération de modèles, ontologie des données. Pour l'exploitation, on a eu l'exemple avec Emmanuel donc sur les aspects data science et puis intelligence artificielle. Donc on a Emmanuel et puis le LMDA, mais pas exclusivement. Ce que je vous propose n'est pas effectivement exhaustif, mais c'est pour vous illustrer que collectivement, on a un certain nombre de choses à vous proposer. Et puis, sur l'aspect sécurité, cybersécurité industrielle, donc on a aussi ça au Labstick. On s'intéresse aussi aux aspects fiabilité, sûreté de fonctionnement. Et puis, dans le groupe de travail au niveau de l'UBS, on a aussi donc quelqu'un qui travaille autour du droit des données, les RGPD. Donc là, c'est uniquement pour l'aspect données. Et puis, si je reviens sur mon schéma plus global avec les 3 axes données, modèles, usages et applications, au Labstick, on s'intéresse du coup à cette architecture du jumeau numérique, c'est-à-dire comment on va venir organiser les données et les modèles, comment on va pouvoir aider les gens à déployer un jumeau numérique et surtout comment on va faire collaborer le jumeau avec l'humain. Et donc tout ça, ça s'articule, comme l'a dit Yves, autour de la plateforme SCAP Industrie du futur. Et puis ce sont aussi des gens qui travaillent à l'NCBS. En termes d'application, donc on est très marqué Industrie 4.0. Vous avez vu avec Pascal Berruet les systèmes de production reconfigurables, notamment des applications de maintenance prédictive. Et puis avec la plateforme Compositique, à travers différentes présentations que vous avez vues aujourd'hui encore. Donc les aspects bâtiment 4.0, les aspects impression 3D, composite, et avec la dernière présentation de Philippe, tout ce qui est autour de l'énergie, l'hydrogène et les batteries. Donc, vous voyez que collectivement, on couvre un large champ de compétences qui peut vous permettre de répondre à vos besoins et de construire un vrai jumeau complet avec toutes ces différentes briques. Alors maintenant, je passe la parole à François-Xavier pour savoir comment faire. Merci Nathalie. Alors, je vais vous partager un dernier transparent sur une opportunité qui est encore en cours pendant quelques mois et qui nous paraît très intéressante pour vous en tant qu'entreprise et pour nous en tant qu'université. Alors, je pense que vous l'avez à l'écran. Donc, cette opportunité, c'est le plan de relance. Donc, le plan de relance, celui qui nous intéresse, nous, en tant qu'université, c'est la partie préservation des emplois de R&D. Donc, il a été mis en place il y a un peu plus d'1 an lors de la crise sanitaire. Et vous avez à l'écran les différentes actions qui nous concernent. Alors, les 2 premières sont moins d'actualité aujourd'hui parce qu'il s'agissait de préserver des emplois menacés dans les entreprises et que l'entreprise puisse mettre à disposition de l'université, du laboratoire, un salarié. Donc ça, sont des actions qu'on n'utilise plus tellement, mais en revanche, les actions 3 et 4 sont vraiment intéressantes dans le sens où elles vous permettent de recruter un jeune diplômé de niveau master, ingénieur ou même jeune docteur. Et la particularité du dispositif, c'est que c'est l'université qui le recrute sur un projet commun avec l'entreprise et qui le met à disposition de l'entreprise. Donc le jeune diplômé, il est basé chez vous à au moins 80% de son temps et la masse salariale est prise
en charge à 80% par l'État. Donc c'est vraiment, c'est finalement un jeune diplômé à 20% de son coût global. Donc ça, c'est une action qu'on a, nous, qui a très très bien fonctionné depuis un peu plus d'1 an. On a monté plus d'une vingtaine de dossiers avec des entreprises de toute taille, de la TPE jusqu'au grand groupe. Et sont des dossiers assez simples à monter. On a eu 100% de succès, puisque tous nos dossiers sont passés. Et donc, c'est vraiment un outil pour démarrer une collaboration entre l'entreprise et l'université. Ça peut être vraiment un soutien très intéressant. Donc, on vous invite à nous contacter sur ce sujet-là si vous êtes intéressé. Donc, ce sont des projets qui durent 2 ans, 24 mois. Voilà, et donc, pour conclure, avant de vous donner la parole, le but de la journée, c'est surtout que vous repreniez contact avec nous. Donc, je vous ai mis mes coordonnées ici. Moi, je serai le point d'entrée pour l'ensemble des collègues qui sont intervenus aujourd'hui et éventuellement d'autres collègues qui pourraient aussi, avec qui vous pourriez travailler. Donc, n'hésitez pas, contactez-moi et puis on espère travailler ensemble très bientôt. Voilà, maintenant, on vous donne la parole pour d'éventuelles questions. Et on est parfaitement dans les temps. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors, comme on l'a dit en introduction, on a fait des présentations, on va dire, tout public et sans trop rentrer dans les aspects techniques. Bien évidemment, si vous êtes intéressé par un aspect, vous pouvez nous contacter et on vous mettra en rapport avec là où les équipes de recherche qui vous intéressent pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, avez-vous des applications dans le domaine du chantier naval? Pas actuellement à ma connaissance. Non, mais dans les actions dans le Digital Shipyard, effectivement, on a contacté, on a présenté déjà plusieurs fois nos travaux, mais voilà, ça ne s'est pas encore concrétisé, mais c'est des choses qui pourraient parfaitement se faire. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour. J'avais une petite question. Il y a l'entreprise Dassault, en fait, le groupe Dassault et notamment les systèmes 3DS sont revenus à plusieurs reprises durant la présentation. Je voulais savoir si, selon vous, c'était tout de même possible en fait de développer un jumeau numérique sans les outils Dassault et peut-être avec des outils un peu plus open source, par exemple. C'est une très bonne question. Donc, en fait, notre stratégie, c'est de développer les deux, on veut dire. Donc, pour l'aspect 3D Experience, on va préciser, mais effectivement, bon, comme cet outil existait, c'était normal d'en faire l'expertise et de s'en servir. Et puis, il l'avait déjà donc, sur la plateforme Compositique. Mais on sait bien qu'il n'est pas forcément adapté à tous les types d'entreprises qui sont nos partenaires. Notamment, nous, on est des partenaires dans l'agroalimentaire, donc c'est pas forcément eux qui vont acheter un outil comme ça. Donc, dans plusieurs projets, effectivement, on développe on va dire des flux, des frameworks qui soient effectivement open et un peu plus agiles et un peu plus adaptés à ce type d'application. Siran, tu veux peut-être préciser des choses aussi? Oui, justement, je rebondis sur la question qui vient d'être posée et ce que tu viens de dire, Nathalie. Effectivement, nous, on a choisi sur le projet Digipulse 3D de s'orienter vers 3D Experience. Hein. C'était un choix, mais en parallèle, comme je l'expliquais, on souhaite aussi regarder ce qui peut se faire de manière alternative, c'est-à-dire avec des logiciels qu'on a déjà dans notre parc logiciel qui sont
sans doute peut-être moins onéreux aussi, en toute franchise, mais qui demande plus de développement à côté pour justement mettre en place une continuité numérique, ce qui est quand même le point assez fort de la 3D expérience, bien que, selon moi, il y a des petites lacunes côté continuité, côté 3D expérience, mais ça balaie comment dire, en grande majorité tous les métiers dont on a besoin pour faire un jumeau. Donc voilà, je serais ravi d'échanger avec vous sur ce sujet-là par rapport à notre approche. Bien évidemment, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est proposer une démarche, en fait, puisque c'est le déploiement d'un jumeau n'est vraiment pas simple, et c'est ce qu'on met en place au sein de l'UBS avec Nathalie Julien. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour votre réponse et je Et suis Manuel effectivement très intéressé. Moi aussi, je voudrais aussi donner une réponse parce que moi, ce que je pense, et là, je vais vous donner peut-être une réponse un peu de mathématicien, mais c'est assez intéressant aussi, hein, c'est que ce qui importe dans le jumeau numérique, c'est pas les jolis dessins que ça fait en termes de maquette numérique, c'est la capacité que le jumeau numérique a à simuler le comportement que va avoir l'objet sur lequel on veut agir dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, suivant ce qu'on veut faire. Et ça, alors ça peut être effectivement déjà embarqué dans des modèles, effectivement, Abacus ou des outils de type CATIA, si vous utilisez, si vous préférez utiliser du Dassault Systèmes. Mais on peut aussi développer des modèles qui décrivent cette dynamique complètement à façon. Ça peut être des modèles soit très simples, soit relativement compliqués. Et on peut partir de modèles très simples et puis les complexifier. Et à ce moment-là, faire des choses en développant pour votre problématique et votre questionnement le modèle parfaitement adapté à ce dont vous avez besoin. Ça, c'est aussi une approche. C'est-à-dire qu'on peut développer donc des jumeaux numériques à peu près de tout et n'importe quoi, et en particulier de choses qui n'ont pas encore été modélisées. Ça, c'est après un travail de modélisateur que nous, en tout cas que moi, je sais faire au sein du laboratoire et qu'on met en place chez CID de façon très, très fréquente. Voilà, je m'arrête là pour ma réponse. J'ai parlé. Merci, Emmanuel. Merci pour vos réponses. On en rediscutera sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, je remercie tout le monde. Je remercie les participants d'avoir tenu 2 heures devant leur écran. Je remercie aussi les intervenants pour la qualité de leur présentation et pour avoir tenu le timing qui était serré. Et puis, merci à François-Xavier pour l'organisation. Et n'hésitez pas à nous contacter. Donc, votre point d'entrée, c'est François-Xavier. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des idées, des projets. Vous avez vu, je pense qu'on a quand même beaucoup de capacité à répondre à vos besoins. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci bien.